Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, à l'émission, pour une troisième semaine de suite, on jase encore d'intelligence artificielle. Je sais, là, vous allez être tanné, mais vous allez voir, aujourd'hui, on a un outil vraiment spécial qu'on va vous présenter. On va faire ça avec Benoît Domingue, cofondateur de l'agence Ursa Marketing et du produit de l'outil Kuma, qui est un agent d'IA qui peut générer des audiences, des rapports, des campagnes publicitaires en ayant accès à des bases de données de votre boutique Shopify. Si tu écoutes le podcast et tu n'as pas de boutique Shopify, inquiète-toi pas, on va quand même jaser de contenu qui va être intéressant pour toi, pour ta compréhension, pour améliorer ta stratégie de contenu puis ton marketing numérique. Mais si tu fais du e-commerce et tu as une boutique Shopify, tu vas voir cet épisode-là va être vraiment intéressant. On va faire une démo. Donc, si tu l'écoutes à l'audio, habituellement le podcast, tu peux décider d'aller regarder cet épisode-là en version vidéo sur YouTube. Bon, l'intro est faite. Benoît, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup, Francis, de m'inviter sur le podcast. Je suis content d'être ici. Merci à toi. Tu m'as présenté l'outil, puis rapidement, j'étais tellement impressionné que j'étais comme, il faut qu'on en jase dans le podcast pour parler de ça, parce que un des éléments clés de l'outil, c'est tout le travail de votre intelligence à vous que vous avez à l'intérieur de votre agence, que vous avez intégré dans l'outil. Fait que c'est pas tant l'intégration de ChatGPT pour moi qui est intéressante, c'est plus comme comment vous avez pensé à des concepts clés comme la définition de persona, d'audience, le customer journey, puis tout l'aspect d'optimisation des conversions, puis que tout ça c'est intégré dans l'outil de manière à ce que un marketeur ou quelqu'un qui fait du e-commerce qui s'y connaît moins, ben déjà comme c'est quasiment comme si tu apprenais dans le fond à optimiser ton marketing de performance avec l'outil puis l'interface. Fait qu'on va jaser un peu de l'interface, mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous racontes comment vous avez cofondé peut-être Ursa rapidement, puis qu'est-ce qui vous a amené après ça à dire comme OK, on a un gros projet, on a investi sur 3 ans à peu près 1 million pour développer un outil puis un produit alors que vous êtes une agence de service. Parfait. Donc, beaucoup de choses. À la base, tout ça. Donc, il était une fois. Michel et Benoît, c'est mon frère. On est tombés dedans un peu les deux quand on était petits. Mon père, donc notre père, tous les deux, ils travaillent en informatique aussi depuis longtemps, à gérer des projets puis tout ça. Puis on a eu un ordinateur très longtemps, très tôt à la maison. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans le sous-sol, les fenêtres fermées pour pas avoir de reflets. J'ai programmé mon premier site web quand j'avais à peu près 15 ans. C'est moi qui surveillais le local informatique au secondaire. Là, j'étais assez nerd dans le fond. Je faisais des oraux, là, les présentations orales. Là, un jour, vous allez voir, on va s'envoyer des courriels. Post Canada est en danger. Puis là, les gens rient un peu de moi, mais c'est correct. La vie s'équilibre à peu près par la suite. J'ai fait mes études donc principalement en informatique. Finalement, un bac en informatique à l'Université de Sherbrooke, maths info même, beaucoup de mathématiques. Puis j'ai commencé donc à programmer des sites web. J'ai eu ma première expérience dans un start-up qui a duré 1 an et quelques. Où est-ce que on dirait, goûté cet esprit où est-ce que tout est possible puis qu'on va changer le monde. Et j'ai bien aimé ça, même si j'ai appris beaucoup, même si ça n'a pas fini comme on le souhaite. Donc c'était ça n'a pas levé finalement. Puis après, j'ai travaillé en agence à faire des sites web pendant un bon moment. Puis je suis tombé du côté marketing avec le volet analytics. Donc, c'est vraiment en voulant mesurer mon premier travail initial, bon, le site web qu'on a construit, qu'est-ce qu'il donne, que là, on peut peut-être améliorer ça, ces chiffres-là. Et là, c'est là qu'on switch du côté obscur, si on veut, côté marketing. Comment fonctionnent les moteurs de recherche, le SEO, comment fonctionne Google, la pub sur les médias sociaux par la suite, etc. Fait que là, c'est là que j'ai développé, mettons, ces habilités-là. Puis, mon frère, lui, a un parcours parallèle professionnel dans le domaine de la vente, plutôt.
Donc, un bon conseil que j'ai reçu quand je me demandais qu'est-ce qu'on fait, là, j'avais bien le goût, là, je sentais l'appel de lancer ma propre entreprise. Puis, un bon conseil qu'il m'a donné, c'est trouver un bon partner, puis il n'y avait pas meilleur que mon frère, puis on peut se faire confiance. Lui, justement, complémentaire. Pendant que moi, je surveillais le local d'informatique, lui, il allait jouer au football, puis c'est vraiment classique, le film américain, le nerd puis le joueur de football. Puis, c'est ça, on a mis nos forces ensemble, très complémentaires pour lancer Ursa Marketing à l'automne de 2017. Aujourd'hui, une équipe d'une vingtaine de personnes. Là-dessus, c'est une quinzaine de stratèges marketing numérique parce que on fait des campagnes de toutes les sortes, payantes, naturelles, organiques, réseaux sociaux ou de recherche, etc. On est encore bien spécialisé, si on veut, du côté mesure, côté tout ce qui est les fameux tags, les pixels, etc., qui, eux, engendrent des cookies. Puis, notre troisième pilier d'activité, c'est pas mal la formation. J'ai toujours aimé ça partager. Formateur avec Grenier aux Nouvelles, entre autres. On donne des formations d'entreprise aussi. Maintenant, on est rendu 6 dans l'équipe à donner des formations, justement. Fait que c'est le fun de pouvoir partager ce qu'on a appris, l'expliquer à nos clients, montrer qu'on fait pas de sorcellerie. Fait que ça, c'est l'histoire genèse Ursa. Ouais, puis là, à un moment donné, vous avez vu, OK, là, l'AI commence à prendre de la place, ça s'en vient rapidement. Puis, vous avez décidé d'investir pour développer l'outil qui est Kuma, Ouais. qui est un outil vraiment axé sur la boutique Shopify, puis le data qu'on peut extraire de Shopify. Ça, comment ça s'est dessiné, cette portion-là de l'aventure? Ben, comme tu as dit, il y avait plusieurs, on dit, facteurs en même temps qui émergent. La montée de l'IA, la démocratisation des modèles. Avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est rendu beaucoup plus simple. Même si c'est pas encore toujours très simple, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple que c'était, beaucoup plus accessible que c'était. Puis, le gros élément, c'est tout ce qui se passe avec les fameux cookies. C'est les témoins en français, où est-ce que là, il y a eu des changements depuis quelques versions de iOS, là, sur les appareils Apple, commencer tranquillement à ajouter des restrictions sur la mesure de performance. Puis dans notre domaine, ben, c'est assez au cœur de notre modèle d'affaires de pouvoir montrer qu'est-ce qu'on fait comme campagne donne des résultats. Puis là, tranquillement, on a vu une érosion de cette capacité-là de mesure. Donc, c'est sûr que ça met c'est une menace là, sur le modèle d'affaires, là, limite, là, puis là, ça fait peur à plein de monde. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura pas de cookies? Chrome, Google replace ça toujours à plus tard, mais quand même, Safari, Firefox, Brave, Edge, ils ont toutes des mesures en place pour réduire la portée des cookies, puis ça vient donc La loi vraiment rendre le C25 travail. aussi. La loi 25, ben oui, c'est ça, on rajoute en plus la loi là-dessus qu'il faut qu'on demande la permission. Et puis même si perso, je suis adepte de tout ça, la vie privée, le respect des renseignements personnels, c'est toutes des choses super importantes. Pour beaucoup de nos clients, mais quand il y a moins de résultats, c'est plus dur de justifier notre travail. Ça, plus, même chose pour le ciblage, mais le ciblage, ça devient frustrant de dépendre de Google, ça dépend de Facebook. On les aime bien, ils font bien des affaires comme il faut, mais à un moment donné, c'est justement dans le modèle, s'ils nous enlèvent ça, nous, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Mm. Donc, dans une optique de se préparer aux nouvelles tendances qui arrivent en niveau de mesure, puis de justement profiter de la montée de l'intelligence artificielle. C'est ces deux trucs-là pas mal ensemble qui ont fait en sorte qu'on se décide à pas mal jouer all-in là, avec tout ce qu'on a fait sur Ursa Marketing et plus encore limite pour dire bon, mais on se prépare pour la prochaine étape, on va se démarquer, puis on va être prêt. Puis Comment? je trouve que qu'est-ce qui est vraiment intéressant, tu sais, c'est dans ton parcours, on sent vraiment que ben on produit des sites web, mais on a accès à du data. Puis ce data-là nous permet de comprendre comment créer des sites web plus performants ou comment adapter la stratégie de contenu ou adapter nos campagnes publicitaires parce qu'on a accès à du data. Ça, je trouve, c'est tellement comme l'erreur la plus fréquente que je vois que les gens, on est dans l'action ou, tu sais, puis je dis les gens, tant les entreprises que plein d'agences, on est beaucoup dans la créativité, la production,
mais la portion analyse puis intégrer le data puis la performance dans le processus créatif, dans les stratégies, on dirait que ça c'est le temps un peu plus difficile. Je Ouais. pense qu'une des raisons pour ça, c'est parce que le cruncher du data ou analyser du data, ben c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Quand on s'y intéresse, puis on comprend que c'est pas si compliqué que ça, au final, là, de mettre notre chapeau de Sherlock, puis d'essayer de mettre le doigt sur des choses, puis essayer de comprendre, ben je pense que ça devient intéressant. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant de l'outil, c'est que vous avez intégré ben, ce genre de knowledge-là que vous avez à l'interne pour la performance puis l'analyse de data pour intégrer ça dans l'outil. Fait que je sais pas si tu veux nous parler un peu justement des ingrédients clés que vous avez intégrés dans l'outil Kuma qui sont la fondation, si on veut, là, de cet outil-là. Parfait. Donc, plusieurs choses. Je suis 100% d'accord. Les robots, les ordinateurs, ils sont meilleurs que les humains là, pour cruncher cette quantité-là d'informations. On ne pourra jamais rivaliser. C'est comme calculer la main ou calculer avec une calculatrice. Là, les calculatrices à 20$ qu'on achète aujourd'hui, ils sont plus forts que les ordinateurs il y a 20 ans dans certains cas. Fait c'est vraiment ça, je pense. Oui, on peut, en tant qu'humain, passer beaucoup de temps puis arriver, mais ça prend un processus, ça prend de l'expérience, pas juste de l'expertise. En plus, fait que c'est pas quelque chose qui est si accessible pour. Ça prend un parcours, là, c'est justement, puis faut en avoir vu quelques-uns avant d'arriver à faire quelque chose de rapide. Puis, même pour nous, notre équipe, on a des stratèges marketing numérique qui ont plusieurs années d'expérience. Moi, ça fait un petit bout que je suis là-dedans. J'approche la vingtaine d'expériences officielles. Ça va me prendre du temps aussi. Là. J'ai beau en avoir déjà regardé des bases de données puis analysé des comportements utilisateurs. Les outils qu'on a créés, ils sont drôlement plus efficaces aujourd'hui puis drôlement plus précis. Puis la manière qu'on y arrive, ben, c'est en analysant un paquet de signaux. Puis nous, on a décidé de faire comme un petit peu un genre de reset, si on veut, là, repartir de zéro, dire on ne veut plus rien savoir pour dans un premier temps, on s'entend, de toutes les sources externes. Qu'est-ce qu'on fait avec les données 100% juste du client? Puis on a décidé, surtout pour des raisons commerciales, d'y aller avec Shopify parce qu'il y a tellement de magasins Shopify aujourd'hui dans le monde. 4,6 ou 4,7 millions selon les sources de Shopify en ligne aujourd'hui. 4,7 millions, j'ai pas dit millions, hein. Donc des millions, on va commencer une power de sites Shopify en ligne. Fait, donc on part des données primaires, vraiment, les commandes, les produits, les clients. Fait qu'un client, qu'est-ce qu'il a fait comme historique d'achat? Bon, mais il a passé combien de commandes dans chacune des commandes? Qu'est-ce qu'il a acheté comme produit? C'était quoi les catégories de ces produits-là, les descriptions de ces produits-là? Puis, par exemple, de quelle manière il achète? Il achète-tu de manière saisonnière, de manière régulière, de manière occasionnelle? On vient calculer comme ça plusieurs signaux. C'est là qu'il y a un peu de sauce secrète, mais une centaine de signaux comme ça qu'on vient vraiment ajouter. Là, imagine un fichier Google Sheet là, ou Excel. Là. Il y a une ligne pour Francis Jeté, mais il y a vraiment 100 colonnes sur un paquet d'affaires qu'on regarde. Puis là, ça, l'humain, il y aurait de la misère à le faire. Mais là, c'est là qu'on a des algorithmes. Puis ça, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning pour entraîner des modèles. Donc, pour chacune des boutiques, on vient faire un processus d'entraînement qui vient dire est-ce que tu vois des patterns? Y a-t-il des gens qui achètent les trucs similaires ou est-ce qu'il y a des gens qui achètent de manière similaire? Et ça, c'est la première intelligence artificielle qu'on a mis sur place. C'est une des plus difficiles qu'on a eues. C'est une qui paraît le moins, mais c'est un gros noyau de notre application. Puis on n'a pas arrivé à ça tout seul, ni du jour au lendemain, beaucoup de recherche et développement. Puis on a eu la chance d'être appuyé par le programme du gouvernement canadien, le Conseil national de recherche du Canada, qui a pu nous aider à avancer sur le projet. On a eu aussi des intervenants du Centre de recherche informatique de Montréal, du CRIM,
qui ont confirmé que oui, on s'attaque bien à des problèmes d'IA, on n'est pas juste en train de buzzworder notre vie, à dire on rajoute, on saupoudre d'IA un peu partout, puis nous autres, on est à la mode. Là. Fait que c'est vraiment des problèmes réels que l'intelligence artificielle est appliquée. Fait qu'en gros, là, dans le vocabulaire en anglais, on parle de cluster, donc des gens qui se ressemblent mathématiquement. Le défi, c'est de définir comment traduire une personnalité d'achat en signaux mathématiques. Ça, c'était un des gros défis. Puis ensuite, l'autre défi qui est au moins de la même taille, c'est d'expliquer pourquoi ces gens-là, ils sont similaires mathématiquement. Fait que, on a dit on a une centaine de critères pour dire bon ben t'es beau être le critère 2 puis 3 similaire à ton ami d'à côté. Qu'est-ce qui font que vous allez acheter? On a pris un petit moment avant qu'on se rende là puis qu'on réussisse à faire le chemin à l'envers, de dire on explique maintenant avec des règles logiques simples qui dit bon ben tous les gens qui achètent des produits de telle catégorie ont un comportement similaire. J'essaie de simplifier. Des fois c'est juste une règle, des fois ça va être 3 règles. Donc on vient regrouper un peu les gens, leur donner une étiquette en fonction de leur historique d'achat. Puis après ça, on vient nous essayer de l'expliquer, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Puis c'est là qu'on a pu faire des progrès de géants dans la dernière année à cause de tout ce qui se passe au niveau des IA génératives. Tout le GPT, Gemini, Llama, Mistral, Claude, etc. Il y a plein de modèles là, qui sont sortis puis qui ont évolué beaucoup dans la dernière année. Mais ça nous permet de mettre de l'enrobage. Okay? Toute cette portion-là, générative, pour nous, là, c'est vraiment le crémage. Là, c'est 5% du travail de la fin limite là, pour préparer les données. Puis après, on vient utiliser ces nouveaux modèles-là pour décrire, bon, mais voici les règles là, mathématiquement. Là, les modèles sont capables de comprendre les règles puis de les étiqueter pour nous, les humains mortels. C'est ça, donc dans tes. Fait que c'est. Ouais, je comprends qu'il y a comme un défi, un challenge d'expliquer tout le process en arrière, mais si on le résume de ce que j'ai compris, c'est que ton intelligence artificielle, elle a déjà des règles que vous lui avez soumises basées sur votre expérience de comment vous avez l'habitude de cruncher du data à l'interne. Vous lui donnez ces règles-là, puis vous dites, OK, voici le travail que tu as à faire. Va cruncher le database, puis reviens-nous avec des éléments clés. Parce que quand on rentre dans l'interface, il y a déjà des éléments clés. On n'est pas obligé d'interagir avec une intelligence artificielle. Tu as déjà comme une pré-analyse, c'est déjà pré-mâché. Ça, c'est basé justement un peu sur ce qu'on disait tantôt, toute la notion de persona, un peu toute la notion de customer journey, toute la notion de mettre de l'avant tes champions, si on veut, tes meilleurs produits ou tes meilleurs personas ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça a été filé par votre intelligence. Et tu peux-tu parler un peu justement de, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont peut-être pas un Shopify à la maison, mais qu'eux autres qui veulent améliorer leur marketing numérique, c'est quoi les éléments que vous avez intégrés dans Ursa que quelqu'un devrait intégrer dans son marketing numérique s'il n'a pas accès à Ursa? Fait que là, tu parles de l'outil Kuma plus que le Ursa? Juste. Fait que le côté analyse de données, il y a une partie qui va être difficile à faire sans accès aux données primaires. Là. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est des algorithmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans ça? Je sais pas, on a inventé la machine parce qu'on en avait besoin pour faire ça. C'est quoi la question, c'est plus comme c'est quoi les concepts en arrière de Kuma, sur lesquels Kuma se repose, dans le fond. Je pense que c'est ça les notions d'audience. C'est les audiences, exactement. Donc, on parle de segmentation marketing. On va prendre un peu de recul. Là. Je pense que c'est un bon commentaire que tu fais. Je suis allé trop loin, trop vite. C'est pas ça l'idée. On va commencer par se tenir la main. Je veux dire, là, l'idée, c'est la segmentation marketing, c'est un principe dans lequel si on arrive à trouver notre audience, puis à décortiquer peut-être notre groupe de clientèle en sous-groupes, ben, on est capable de personnaliser notre message, puis généralement d'améliorer nos résultats. Fait que ça, c'est la prémisse de base. Si je sais que tu aimes les planches à neige, puis que je te parle de planches à neige, ben, j'ai pas mal plus de chances de
vendre des planches à neige que des skis. Avec, exemple, très, très de base pour la segmentation, mais je peux faire des segments dans ma clientèle sans utiliser d'intelligence artificielle, basée sur l'historique, je pourrais dire, puis dans les outils actuels, comme si je fais une infolette dans un outil de n'importe quel outil qui est branché à mon historique ou que je suis capable d'aller chercher ça. Un historique pour Francis, mais je peux dire tout le monde qui a acheté des planches à neige dans le passé, ils font partie de mon groupe des gens qui aiment la planche à neige. C'est le segment le plus facile qu'on peut faire. C'est vraiment ça le principe de base dans la communication, c'est puis dans les campagnes pour personnaliser en fonction de notre audience. Quand on est capable de faire à grande échelle, on est capable d'aller chercher plus de clients, théoriquement, être capable d'avoir une meilleure relation avec notre clientèle, puis de le faire à plus grande échelle. Ça répondait-tu là, à la question comme il faut? Oui. Puis au-delà des audiences, je pense qu'il y a toute la notion aussi de comprendre un peu plus le parcours client. Oui. Donc, le parcours client, ça permet de savoir c'est quoi que les gens y achètent, par exemple, dans leur première commande, c'est quoi qu'ils vont racheter. Les gens qui ont acheté un produit en particulier, est-ce qu'ils vont leur racheter le même? Est-ce qu'ils vont en essayer un autre? Dans l'exemple qu'on va regarder, ben, si c'est des soins, des crèmes pour la peau, ben, tu commences avec les crèmes de jour, est-ce que tu upgrades crème de soir un moment donné? Est-ce que tu passes au sérum? Mais en comprenant ce chemin-là, puis il y en a souvent un ou plusieurs, en fait, il y en a souvent plusieurs par boutique, on arrive à identifier peut-être nos produits forts. J'y veux super mercantile, là. Vente. Mais je veux dire, on arrive à savoir c'est quoi qui intéresse les gens, c'est quoi qui à la base, il permet de convertir un client en un client qui serait fidèle, qui serait loyal. Nous, dans l'outil, puis on utilise une segmentation classique qui s'appelle le RFM, en anglais Recency, Frequency, Monetary. C'est une vieille approche là, des années 70 qui revient en force, on dirait. Mais ça permet, juste avec ces trois critères-là, et aucune intelligence artificielle, ça, n'importe qui peut se le faire avec des formules dans un chiffrier, de venir donner des scores en fonction de y a-t-il acheté récemment, est-ce qu'il a acheté souvent, y a-t-il dépensé beaucoup d'argent. On vient isoler juste avec des percentiles, là, dire c'est qui nos 20% des clients qui sont dans ces catégories-là les meilleurs. Puis à partir de ces meilleurs clients-là, si on refait l'analyse, ben là, on peut essayer de comprendre c'est quoi qui fait qu'un client devient un de nos meilleurs clients. Puis à l'inverse, on peut voir les clients qui ont peut-être eu une mauvaise expérience, essayer de les sauver si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas acheté, s'ils ont acheté moins que la moyenne, moins souvent. Et qu'en gros, c'est au lieu de regarder tous nos clients comme s'ils étaient pareils, c'est de regarder, y a-t-il des choses, ben tu sais, on est tous de beaux flocons uniques et individuels, là, mais peux-tu faire des balles de neige pour économiser du temps? Je sais pas l'analogie, là, je ne veux pas froisser personne, là, mais je veux dire, souvent, il y a des patterns qui reviennent. Fait que c'est d'identifier ces patterns-là, puis c'est là que l'intelligence artificielle puis l'outil de Kuma peut nous aider vraiment beaucoup, parce que lui, il a déjà comme cette intelligence-là, si on veut, de segmentation, de mettre ensemble certaines données pour comprendre des trucs, puis après ça, de renvoyer ça. Exactement. Puis la deuxième intelligence artificielle qu'on a développée nous-mêmes, c'est un engin de recommandation de produits. Encore là, basé sur l'historique de recherche et celle des gens qui sont similaires à toi. C'est quoi tu es susceptible d'acheter en prochain? Donc, un peu comme ce qu'Amazon fait avec les clients ont aussi acheté quelque chose de similaire. Mais là, on le rend disponible à n'importe qui. Il n'y a pas besoin du budget d'Amazon pour faire ça maintenant. Donc, c'est plus accessible. Puis, à partir de là, mais si j'écris une communication à quelqu'un, que ce soit ou que je fais de la publicité pour rejoindre une personne, je sais qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser cette personne-là. Je suis pas obligé d'y vendre directement, d'y parler juste vendre le produit, mais je reprends mon exemple de planche à neige. Si je sais que tu es intéressé par une planche à neige prochainement, je peux te montrer des guides d'entretien de la planche à neige. Je peux te montrer les meilleurs resorts pour aller faire de la planche à neige, les endroits où il y a neigé le plus au monde dans la dernière année, des sujets connexes aux gens qui seraient intéressés par la planche à neige. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui
qui ont l'habitude de travailler avec des personas quand ils créent des audiences, puis quand on travaille avec des personas, ben on travaille un peu plus avec des données démographiques, alors qu'on est à une époque où est-ce que les données démographiques ont de moins en moins de valeur, puis on devrait prioriser un peu plus le data psychographique, si on veut. C'est ça que j'avais trouvé vraiment intéressant de l'outil, c'est que lui est capable d'essayer de nous de découvrir des personas, mais créer des audiences, mais qui sont vraiment plus basées sur des intérêts, des habitudes d'achat ou quoi que ce soit, en crunchant le data. Peux-tu nous parler un peu de cette notion-là, tu sais, des audiences puis de l'importance justement de pas juste penser à un persona qu'on lui donne un nom puis on Ben sait oui, c'est ça. c'est quoi son âge puis y a-tu un chat Ouais. puis trois enfants ou J'ai versus comme toujours eu vraiment un malaise passer. tellement profond avec ça, là, de dire on invente Julie, comment il y en a eu personne avec Julie, que Julie est une professionnelle, Julie aime telle affaire. T'es comme, qu'est-ce que tu connais vraiment de Julie, là? Julie, elle va sur Instagram, ok, and then, tu sais, c'est pas, c'est ça, moi, je suis vraiment d'accord, j'ai trouvé ça tellement souvent superficiel ce travail-là si c'est fait juste dans le vent sur une intuition. Je m'excuse, j'espère que je offenserai personne aujourd'hui en disant ça, mais ça demande un minimum de recherche pour être crédible. Puis là, si on arrive à y aller avec le comportement d'achat, on peut déduire des choses. Nous, on a un outil d'IA générative, style agent conversationnel, chatbot, dans lequel on peut lui demander, génère-moi des personas basés sur mes données. Et lui, il va dire, bon, ben, t'as eu des ventes de produits pour crème sensible. Fait il peut déduire que tu as peut-être des clients qui ont l'eczéma parce que cette crème-là, dans sa description, ça vient régler des problèmes d'eczéma. Tu as probablement un segment de ta clientèle qui sont des gens qui cherchent des soins pour la peau sensible ou qui ont de l'eczéma. Après ça, ben, il y a une coupe de produits anti-âge, les sérums, etc. Bon, mais là, tu as peut-être du monde qui sont plus vieux, mais on peut le déduire avec ce qu'ils achètent. Mais aujourd'hui, on regarde vraiment juste la description de produits. Puis, et ça donne des personnages drôlement plus pertinents que beaucoup que j'ai vu passer dans ma carrière. Puis, c'est hallucinant comment ça peut sortir vite, là. On a des commentaires de clients qui l'utilisent pour des clients pour leurs clients. Fait que, par exemple, d'autres agences qui branchent un Shopify d'un nouveau client pour l'analyser ou d'autres styles de services professionnels pour aider les gens à augmenter leurs ventes. Ben, on permet, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'un client arrive à comprendre vraiment plus vite c'est qui achète chez ce magasin-là. Et moi, j'ai été très surpris dans bien des cas de comment. Il y a des clients qu'on a testés à l'interne, des clients qu'on a travaillé dessus depuis plusieurs années, qu'on les connaît, les personas, à force d'avoir fait des campagnes pour eux, puis d'avoir de la rétroaction, puis de développer une relation avec le client. Mais la machine, elle les a devinés du premier coup. C'était comme hallucinant, là, tu sais. Puis, en plus de ça, la machine, elle n'a pas de biais. Donc, elle, la seule affaire qu'elle a, c'est du data. Et donc, j'imagine qu'elle est capable aussi parfois de te sortir des personas que tu n'aurais même pas imaginé à cause de corrélation de données croisées, puis que là, tu développes une nouvelle persona que il a acheté tel produit, tel produit, tel produit, puis ça crée une nouvelle persona à laquelle tu n'avais jamais pensé. Oui, absolument. Puis des sous-personnes, des fois, c'est exactement, t'as pas de billets, puis ça permet d'une réflexion plus profonde qu'on ne peut pas avoir aussi rapidement, en tout cas, là, avec vraiment aucun stéréotype à la base, à part peut-être le billet qui a été entraîné par les modèles. On essaie de le neutraliser un peu comment qu'on le prend, mais ça reste que ça dépend de la donnée qui sont entraînées. Ouais. C'est sûr qu'il est toujours un peu biaisé quand même l'intelligence artificielle, mais étant donné que dans ton cas, il est plus basé, il y a une première couche qui est plus basée sur du data, fait que Ouais. ça vient enlever un peu de biais quand même. Oui, mais exact. Puis, comme je disais, on a vu des personnes pour des clients que moi je connaissais super bien. Puis j'aurais pas pu mieux les décrire. Je cherchais comment me les décrire à la limite.
mettons, dans notre cas, l'exemple, on savait, nous, 4 personas, il y en a découvert un 5e, que c'était notre 4e persona découpé en 2, puis on a fait, oh mon Dieu, il a raison, là, tu sais, c'était ça, il y avait un petit truc qui nous chicotait avec celui-là, là, mais lui, il l'a explosé en 2, puis, et voilà, c'est ça, il a tout capté, le client a confirmé, il dit, ben oui, c'est ça. Puis, c'est ça. On sauve tellement de temps avec ça. Euh, comment on peut faire si on n'a pas accès à Kuma parce qu'on n'a pas Shopify, mettons? Comment on peut essayer d'intégrer ces éléments-là de manière pratico-pratique dans notre analyse de data ou dans la manière qu'on va se poser des questions quand on va aller analyser notre data? Ben, il y a possibilité d'en faire beaucoup de cette analyse-là avec des outils traditionnels style chiffrier, avec peut-être l'IA en moins, mais l'idée, c'est de préparer les données en premier. Tantôt, mettons là, l'équivalent de bonne franquette de tout ce qu'on parle, là, qu'on pourrait se faire à mitaine, ça serait j'exporte tous mes clients, ma base de données de clients puis de transactions dans des Google Sheets ou un chiffrier Excel. Puis là, je viens de calculer, je viens d'ajouter, je dis pas, rendez-vous pas à 150 colonnes là, à la main, là, mais juste RFM, là, est-ce qu'on récence, fréquence monétaire, déjà, ça te donnerait un bon indicateur. Après ça, peut-être pour chaque client, venir dire c'est quoi le produit qu'ils ont acheté le plus souvent ou quelque chose comme ça. Lui donner un peu de nourriture pour chaque client, venir dire c'est quoi ses top produits. S'il aurait acheté 3 fois de la crème de jour, ben on vient mettre le crème de jour comme produit le plus vendu, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment envoyer un travail de préparation de la donnée en amont. Puis après ça, ben, les modèles aujourd'hui, là, comme GPT puis son data analysis, là, GPT-4o, tu envoies un gros CSV, là, fait que notre fichier Excel ou notre Google Sheet, on l'exporte en CSV. S'il vous plaît, enlevez les renseignements personnels dedans. Hein, on ne veut pas y envoyer de courriel, on ne veut pas envoyer de téléphone, on ne veut pas envoyer de nom, prénom, parce que les versions grand public de ces outils-là, ils vont utiliser ce que vous envoyez pour entraîner les modèles et on ne veut pas nécessairement ça. Vous protégez la vie de vos clients, donc toujours important d'enlever les renseignements personnels. Et à ce moment-là, ça devient plus sécuritaire de le transférer à GPT. Puis on n'a pas besoin d'être un prompt engineering master kung fu pour avoir des résultats intéressants. Là. Si juste un CSV puis un prompt assez simple qui dit voici une base de données de clients, voici j'ai ajouté les produits préférés, basé sur les produits préférés, puis les facteurs de RFM, peux-tu me générer des personas marketing, dire c'est quoi leurs besoins, leurs préoccupations, comment les joindre, des idées de campagne, puis on est parti là. Parfait, c'est parfait. Le temps passe vite. Vous avez développé un outil d'IA, mais vous avez aussi commencé à développer de la création de contenu en lien avec en utilisant des outils d'intelligence artificielle comme Agen, SendShort, Eleven Labs, où est-ce que là, vous avez développé des clones de toi et de ton frère qui êtes les deux cofondateurs de Ursa, puis entre autres pour faire la promotion de l'outil Kuma. Oui. Peux-tu me parler un peu de cette manière-là de créer du contenu qui est un peu controversé. Contre-courant parce qu'on parle beaucoup d'authenticité, on parle beaucoup de ces notions-là, puis de l'autre côté, ben là, d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui a de l'air authentique, mais qui ne l'est pas. Fait que peut-être me parler de ce processus-là. Parfait, merci. Donc, absolument, c'était pour nous controversé un peu de prendre la décision de l'essayer. On avait des gens dans l'équipe qui nous le proposaient. C'était comme, je sais pas, me cloner, tu vas me faire dire n'importe quoi. J'avais quand même un malaise important, on va dire, au début de ce processus-là. Je te raconte en pré-entrevue, mais il n'y a aucun film dans lequel le héros décide de se cloner qui se termine bien. Même dans les films de Père Noël, le Santa Claus, je pense que c'est numéro 2, et le Père Noël se clone puis il est méchant. Il n'y en a pas de bon exemple où est-ce que c'est une bonne idée de se cloner. Mais on a quand même décidé d'essayer, c'est donc. Parce que
le raisonnement, ça a été justement, on lance un produit, nous, qui met beaucoup d'emphase sur l'intelligence artificielle. On trouvait que c'était quand même cohérent avec notre marque pour utiliser ces technologies-là pour générer du contenu en faisant une grande attention de ne pas y aller juste en quantité puis de dropper la qualité. On arrive avec un flow, ce qui permet de générer des capsules informatives sur notre plateforme ou sur, quand on parlait de segmentation marketing en général, donner des conseils sur l'analyse de données en général. On est capable de produire du contenu de qualité quand même intéressante, puis assez convaincante dans certains cas. Assez rapidement, là, on peut sortir une capsule en 1 heure là, à partir de faire un script, puis le montage. On est capable d'avoir plus de contenu qu'avant. Moi, personnellement, c'est pas toujours ma tasse de thé d'être le gars qui parle dans la vidéo. Puis, on cible des marchés externes au Québec aussi. Puis mon anglais parlé, il est OK, mais il n'est pas wow, sans accent non plus. Aujourd'hui, on le teste. On le teste sur TikTok. On voit que ça donne, mais on a une couple de 1000 vues là, sur notre compte TikTok depuis qu'on fait ça. Ça fait peut-être 4-5 semaines maximum qu'on essaye ça. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais comme on a mis une vidéo en ligne ce matin, elle était rendue à 800 vues cet après-midi. Il y a, je pense, un potentiel intéressant. Puis, présentement, est-ce que TikTok est capable de flaguer que c'est une vidéo qui est faite par l'intelligence artificielle? TikTok, dit qu'ils ont des petits flags, là, ils ont des petits tags qu'ils devraient mettre sur les vidéos. As-tu remarqué, ça semble-tu avoir un impact? Nous autres, on n'a pas été flagués encore, mais on est à petite échelle, là. On commence. Puis, on a 2 clones qu'on a dit aujourd'hui. Fait que c'est sûr, toutes les vidéos, ils se ressemblent si on fait pas attention. Là. Ça va toujours être la personne qui parle assis exactement de la même façon, éclairée de la même façon. Mais on s'est pas encore fait flaguer. J'ai vu qu'il y avait des choses par rapport à ça. Notre objectif avec ça, nous, ça va être de se faire connaître un peu à l'externe. Mais aussi, on va s'en servir pour documenter. C'est facile de dire, justement, les features bougent vite sur l'application. Bon, il y a un nouveau feature, on n'a pas besoin d'aller en studio, réenregistrer un recording d'explication du nouveau feature, comme un flow. C'est une semi-préoccupation aujourd'hui de voir si on se fait flaguer ou pas. On est plus en mode on essaye. Je pense que c'est important aussi justement de tester ces outils-là, puis ces outils-là vont continuer à évoluer. Puis je pense que de la manière que vous le faites, c'est intéressant parce que c'est pas pour notre marketing traditionnel de l'agence, parce que là, on est déjà connu, on a déjà des relations. Pour développer un produit qui est un peu plus B2B à l'international, on profite du fait que c'est en anglais, une langue qu'on parle moins. Donc, je pense qu'il y a une approche stratégique derrière ça qui est quand même intéressante pour ce test-là. Puis après ça, ce test-là vous permet aussi justement de faire des études de cas ou quoi que ce soit. Fait que ça devient super intéressant. Oui, avant de le proposer à nos clients, on est toujours, quand on peut, on essaie d'être cobaye sur des trucs. Puis une anecdote sur la qualité du rendu. Là, je parlais, notre père est avec nous autres, il travaille avec nous au quotidien. J'ai envoyé le premier test qu'on a fait, là, que c'était juste moi qui parle de n'importe quoi en anglais. Puis, il est venu me féliciter pour la qualité de ma prononciation, puis de mon accent, puis comment que j'avais dû pratiquer le texte. Il avait reconnu que c'était ma voix, mais que j'avais pas le même accent qu'habituellement. Le rendu, là, c'est dangereux. Là. Faut plus croire fallait déjà pas croire qu'est-ce qu'on voyait sur les internets. Là, c'est un autre niveau dangereux. Là. Ouais, c'est complètement fou. C'est vraiment intéressant cette expérience-là que vous êtes en train de faire. J'ai hâte de te réinviter dans une couple de mois pour qu'on revienne un peu sur ce test-là que vous êtes en train de faire. On va rentrer dans la section démo. C'est la première fois qu'on fait un démo live sur le Social Show. Fait qu'on va plonger de manière pratico-pratique dans l'outil Kuma, qu'on puisse le voir en action, parce que c'est quand même vraiment intéressant puis même impressionnant.
Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Donc, Benoît, tu vas nous faire un petit walkthrough rapide là, des fonctionnalités de base que Kuma permet de faire pour les gens qui sont dans e-commerce avec Shopify. Parfait. Donc, premièrement, quand on arrive dans l'interface de Kuma, on a un tableau de bord qui ressemble beaucoup à un tableau de bord Analytics classique, mais on essaie vraiment de le simplifier au maximum pour pas noyer les gens dans les chiffres. Là, c'est pas mal un commentaire fréquent. On focus beaucoup sur des métriques par rapport à la rétention. Il y a combien de clients qui vont passer une commande. Ça reste que la segmentation clientèle comme ça, c'est un travail qu'on fait pour essayer de stimuler les ventes de nos clients existants. Quand on joue à Kuma, comme je le dis souvent, c'est de se promener dedans puis de trouver qu'est-ce qu'on cherche. Là, mais je vais recommencer. Quand on joue à Kuma, moi j'aime bien commencer par aller voir les clients, leur comportement. Je vais dans la section clients directement. Le tableau de bord, c'est intéressant, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Un graphique que j'aime bien, moi, c'est de savoir c'est quoi les chances de passer une prochaine commande pour une certaine période de temps. Là, ici, je suis sur une période, je pense, un peu plus longue, mais là, je reviens dans je change de plateforme, je vais aller sur 12 mois. Mais je vois que sur 12 mois, j'ai une graphique ici qui dit que si je commande juste une fois dans cet exemple-ci, j'ai seulement 50% de chance de passer une deuxième commande. Là, c'est bizarre pour ce client-là. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé à la deuxième commande pour bien du monde. Ça drop à 35%. Ça, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, ça augmente toujours de un petit peu plus à chaque fois, comme par la suite. Puis là, on arrive dans cet exemple-ci à 5 commandes. Mais tout le monde qui a passé 5 commandes, il y en a 60% presque qui ont passé une 6e commande. Puis on voit que pas mal là que ça top là, à 6 commandes. Après ça, ça redescend. C'est la nature du produit. On achète rarement dans ce cas-ci plus que 6 fois une commande de crème pour quelque chose dans l'année. Et ça nous donne une idée un peu de notre objectif. Si on veut fidéliser des gens, il faut se rendre à un certain niveau de commande. Fait que, là, je regardais les données ici, on voit qu'il y a un filtre que je regardais juste une audience spécifique, j'étais déjà filtré pour mes champions. Si je vais voir pour tous les commandes, là on retrouve le graphique plus classique que je vous parlais, ça augmente. Donc l'idée c'est ça, de dire en fonction, on se donne un objectif, comme ça reste 5 commandes pour fidéliser. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là? On a un autre outil qui permet de comprendre le comportement d'achat. Bon, mais c'est quoi les produits les plus vendus, soit par catégorie ou par produit. Puis ensuite, c'est quoi le parcours du produit. Donc, les gens qui ont acheté un produit en particulier, quel produit ils ont acheté par la suite, dans une certaine séquence. Si je choisis ici la crème pour la nuit, là, ça dit, bon, ben, tout le monde qui a acheté de la crème pour la nuit, il y en a 45% que leur deuxième commande, c'était encore de la crème pour la nuit, mais tu en as à peu près le même nombre exactement qui ont passé au sérum, qui est le produit de luxe. Là. C'est pas mal tout l'objectif d'habitude d'amener les gens au sérum. Et qu'on voit comme ça, bon, mais le monde qui ont acheté encore de la crème pour la nuit, leur troisième commande, ainsi de suite, c'était quoi? Ça me donne une idée un peu. Bon, mais la crème pour la nuit, le monde il s'en rachète, c'est bon, le taux de rétention il peut être excellent là-dessus. L'exercice il devient un autre niveau plus intéressant quand on filtre ces parcours-là pour garder juste nos meilleurs clients.
Fait que si j'utilise les audiences, on va y aller dans un instant, voir comment on les crée, ces audiences-là, mais on peut voir seulement les achats faits par nos meilleurs clients ou dans ce cas-ci, les champions. On voit que les champions, il y en a pas mal qui ont commencé leur parcours par le sérum, encore la crème de nuit, la crème de jour. Puis, ben, les champions qui ont comme on peut refaire un peu leur histoire. Fait que si je veux augmenter la fidélité chez mes clients, c'est de la loyauté, de la rétention, tous les synonymes. Mais l'idée, c'est de se baser sur qu'est-ce que les meilleurs clients ils ont fait comme parcours. Puis là, ben, on voit la crème de jour, là, c'est peut-être pas le produit le plus acheté en numéro un. C'est le troisième produit le plus acheté en vrai. Mais il y en a beaucoup qui vont upgrader aussi dans leur parcours. Fait que c'est un outil interactif comme ça. Des questions jusque-là, Francis? Ben, en d'autres mots, ça veut dire que quand on comprend ça, ça nous permet d'essayer de comprendre comme dans nos campagnes. Donc, quelqu'un qui fait un premier achat avec nous, on est capable d'y envoyer peut-être un petit follow-up courriel pour dire, hey, en passant, on a une petite promotion sur le Day Cream, étant donné que c'est le deuxième élément le plus populaire. Puis on a, avec ça, ben, on le vend pas tout seul parce qu'on ne va pas le vendre à rabais, on va le vendre dans un package qui inclut aussi le anti-aging puis tout le kit. Donc, ça nous amène à prendre des décisions quand même stratégiques, je pense, côté promotionnel, messaging. Ben, 100% ça. Donc, un classique, c'est de faire des séquences courriels. Si on est capable d'avoir le courriel, bon, mais on le sait, tout le monde qui va avoir passé sa première commande des creams, comme tu as dit, ben là, on peut programmer des séquences. Si on va plus loin, mais on a des infos il y a 90 jours en moyenne entre les commandes de crème de jour. Peut-être qu'à 85 jours ou à 80 jours, je déclenche un courriel qui dit hey, oh, tu vas manquer de crème bientôt. Puis en passant un deal, whatever, un package sur le sérum, parce que je le sais que si tu passes au sérum, tu vas devenir accro, puis ma job est faite, là, tu sais. C'est ça l'idée, vraiment, l'esprit, c'est à partir du parcours, comment est-ce qu'on peut stimuler de passer à l'étape d'après. Fait que Parce ça, qu'on connaît, c'est quoi l'étape d'après, justement. exact, parce qu'on commence à connaître, on peut décortiquer, si on veut, le comportement là, de nos champions qu'on parlait, là, nos meilleurs clients. Après ça, dans les audiences, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même vraiment intéressant aussi. Fait que les audiences, c'est le noyau de tout ce qu'on fait. Là. J'ai pris un raccourci tantôt pour filtrer par audience, mais à la base, Kuma, c'est une machine à créer des audiences aujourd'hui. Les audiences, on vient en créer de base pour le client, basé sur les fameux facteurs RFM. Donc, on les voit bien dans l'interface, on les met en valeur, leur essence, fréquence et revenu, qui est le monétaire, mais en français. On peut comparer les audiences entre elles. On voit que les champions, ils sont verts parce que par rapport à la moyenne de la clientèle, ils sont supérieurs à tous les niveaux. Puis même chose, ceux qui sont perdus, mais eux, on voit en bas de tous les indicateurs. Ça nous permet un peu, ces trois chiffres-là, en anglais, se benchmarker par rapport aux clients. Et là, c'est là que nos audiences suggérées par IA y entrent en scène. Donc, l'IA en amont a calculé le potentiel d'un paquet de combinaisons de critères, un peu ce que je parlais tantôt, regrouper les gens en fonction de comment ils achètent ou de qu'est-ce qu'ils achètent. Puis, par exemple, ben, on va voir des audiences pour les gens qui achètent des produits pour les cheveux. Et on va avoir d'autres audiences pour ceux qui achètent des cartes cadeaux plus que les autres. Puis les fans de crème de jour, ils sont identifiés automatiquement. Fait que là, on voit par exemple les crèmes de jour, eux autres, ils ont plus de jours entre les commandes que la moyenne. Bon, mais là, nous, ça nous donne encore là des pistes de comment est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler plus ces gens-là par rapport à la moyenne. Ou bien peut-être c'est correct, la crème de jour, le pot est plus gros, on est content qu'ils commandent plus lentement, puis il n'y a pas de problème, on continue notre vie. En faisant ça, Encore, mais tu sais, ça, c'est vraiment intéressant parce que, admettons, tu dis, hey, mais la crème de jour, théoriquement, le pot devrait se passer en 80 jours. Ben, peut-être que ça veut dire qu'il faut créer du contenu pour parler de l'importance d'en mettre vraiment tous les jours pour avoir un impact optimal. Donc, dans la création de contenu, ça devient quand même aussi intéressant pour ton contenu de fidélisation, ton contenu d'éducation. Donc, pas juste uniquement du côté vente.
Oui, ben ici on voit, là, comme justement tu parlais de routine, il a identifié des gens qui ont l'air de vouloir une routine, là, qui achètent le trio, là, il nous le Mhm. dit dans la description, le jour, crème de nuit, sérum, là, la totale expérience. Ben, ça peut nous inspirer du contenu pour dire, bon, mais, puis dans les produits pour beauté, crème, puis tout ça, là, il y a infini de contenu à faire, puis sur c'est quoi ma routine de jour, c'est toute une tendance, là, tout le monde qui se montre leur routine, puis qui explique comment utiliser les produits. Et c'est sûr que ça peut alimenter là, en idées. Là. Autre chose qui était intéressant, un peu plus tôt, tu avais t'avais les occasional gift shoppers, Ouais, que c'est eux autres, les sporadic gift shoppers, ouais, c'est ça. Eux autres, on voit qu'ils sont dans le rouge un peu partout. Tu sais, ça serait facile d'essayer de faire une campagne potentiellement pour aller rejoindre ces clients-là, puis de dire, hey, ça, c'est une ouais. clientèle cible qu'on a. On le sait qu'elle est là, elle existe, mais là, en constatant cette data-là, tu dis, ben, ce monde-là sont vraiment moins intéressants qu'on le pense au final, parce que, ben, tu sais, ils commandent vraiment moins souvent parce que c'est des cadeaux, puis la grosseur de la commande moyenne est plus basse en plus. Fait que c'est un client qui est vraiment moins intéressant à aller chercher, entre guillemets. Ben, tu sais, oui puis non. C'est aussi un client qui représente une opportunité d'être sauvé, entre guillemets. Là, je dis pas qu'on va le sauver nécessairement de tragédie, là, mais je veux dire, euh, peut-être ces clients-là, ils ont vécu une mauvaise expérience. Peut-être il est arrivé une fois quelque chose, puis que là, ça permet d'identifier, hey, on a un groupe de clients ici que il est en bas du niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les stimuler? Mais ça se peut aussi que, bon, ben, c'est ça qui est ça. C'est des gens qui achètent des cartes cadeaux à l'occasion. Ils passent toute une commande autour de la fête des mères puis de Noël. Puis Mm. on va pas les changer. Les autres, ils en veulent pas de sérum, mais ils veulent faire plaisir à leurs proches. Puis c'est correct, mais c'est juste, ces gens-là, peut-être qu'on les exclut après ça de nos plateformes de soit de pub ou de email, puis on sauve des coûts. Puis c'est les deux, ils se valent, là. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités je pense qu'il me restait la fonctionnalité de chat qui Ouais. interagit aussi avec la base de données qui restait à jeter un œil. Parfait. Ben, on a donc branché un modèle génératif sur la base de données de Shopify. On prend une copie, si on veut, de la base de données où est-ce qu'on exclut les renseignements personnels, comme le truc qu'on disait aux gens qu'on conseillait de le faire, on le fait aussi. Donc, toutes ces données-là ne sont pas accessibles, même si, quand on utilise les API, des modèles génératifs par derrière, là, donc les outils d'entreprise, ça utilise, c'est pas ils n'utilisent pas ce qu'on envoie pour améliorer leurs produits. Ils nous envoient une facture plutôt. Quand on ne paye pas, vous êtes le produit, mais si vous payez, là, si vous pouvez Exact. l'utiliser. C'est ça. Donc, on vient vraiment préparer beaucoup de données. Là. Imaginez qu'avant de poser une question, il y a comme plusieurs centaines, voire milliers, un millier peut-être de lignes dans le prompt, là, où est-ce qu'on partage un paquet d'infos sur le magasin, le contexte, produits populaires, etc. Puis c'est comme tu sais, c'est le truc qui flash le plus, là. C'est le wow, mais tu sais, c'est vraiment juste le glaçage sur le gâteau, là. C'est pas le c'est pas le gâteau si on veut, là. C'est vraiment juste le truc par-dessus qu'on a rajouté. Puis c'est vraiment puissant à cause de tout le travail de préparation des données qui est en amont. Mais je peux donner l'exemple des personas en se basant sur les produits les plus populaires. Explique ma clientèle en utilisant, on va dire, 5 personas marketing. Aujourd'hui, on travaille sur améliorer la performance. C'est encore un peu lent, ces trucs-là. Beaucoup de crunching, d'aller-retour, de multiples prompts. Mais généralement, ça vaut la peine d'être assez patient. Nous, sous le capot, là, on peut, le modèle génératif est capable de faire des requêtes. Exactement la recette que Jean-Luc expliquait la semaine dernière, là, qui disait les modèles génératifs, on peut décrire en texte, puis lui, il va faire le SQL en arrière. Exact. Ben, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Fait qu'il y a une première fois où est-ce qu'il va générer, puis une deuxième fois après ça où est-ce qu'il va l'envoyer. Puis, bon, ben ici, en basant sur
sur les données. Il nous dit, bon, ben, tu as des gens qui veulent les soins anti-âge, des soins de nuit, de jour. Il est allé un peu de base cette fois-ci, de lèvres puis d'eczéma. Et que donc, il a regardé c'est quoi mes produits les plus populaires. Ici, il vient nous donner un aperçu. Voici qu'est-ce que j'ai regardé comme données. Il y a, dans cette vue-là, on voit des renseignements personnels, mais c'est vraiment que pour nous, ça n'a jamais été envoyé au client. Et souvent, on est même capable de télécharger le fichier, le CSV. Donc, ça permet une feature, on va dire, par la bande, là, de dire ça permet d'extraire n'importe quoi de mon magasin. Ouais. Là, fait que donne-moi quels sont les produits et leurs catégories les plus vendus la semaine dernière. Et il va faire une requête pour ça. Là. Je donne la quantité et le montant des ventes. Ça, normalement, il va faire select from, c'est un peu geek, là, SQL, pour aller chercher ça avec les dates en fonction de la semaine dernière. Puis, si tout va bien dans la démo, hein, la pression monte, on est en onde. Il y a la possibilité de télécharger la liste des produits les plus vendus la semaine passée sans avoir besoin de plus de recherche que ça. Là. Ouais, ça te sauve même du temps un peu manuel, là, dans le fond. Fait que là, il vient nous expliquer, comme là, justement, démo, j'ai pas eu le bouton dans nos CSV, mais on a quand même les infos à l'écran. Il sait du contexte un peu, c'est comme GPT, mais je peux dire maintenant mon Persona 5, là, si je fais référence à mon Persona 5 de tantôt, il va le savoir, là, fait que on parlait de création de contenu, mais donne-moi des idées. Peut-être que je suis à court d'idées sur parler d'eczéma pour une campagne Facebook qui parle au Persona 5. Et ça, encore là, il va lire les descriptions de produits, les titres de produits. Il va savoir, lui, en général, c'est quoi l'eczéma puis comment on le traite. C'est pas comme un docteur, là, mais quand même, il est entraîné des données publiquement connues. Ouais. Puis, normalement, il sait c'est quoi une campagne Facebook aussi. Nous, on l'a même feedé toute notre aide en ligne de l'outil. Fait qu'il a accès, il dit si on pousse plus loin et on dit aide-moi à faire la campagne. Il connaît l'aide en ligne de Facebook, il connaît l'aide dans Google Ads aussi, puis il connaît l'aide en ligne de Kuma, fait qu'il va tout nous guider, explique-moi comment faire la campagne. Maintenant, il va tout nous expliquer où aller cliquer. Ici, j'ai des idées Persona pour Persona 5, là, il nous parle d'eczéma. Encore là, ça ne remplace pas le travail d'un humain, mais ça peut nous accélérer beaucoup le boulot. Souvent, j'entends parler, ça permet de finir nos journées plus vite. C'est toi qui décides, tu en fais plus dans la même journée. Est-ce que tu es capable, tu peux faire beaucoup plus, ou est-ce que tu termines un peu plus tôt ta journée? Ben là, c'est ta discrétion. Parlant de terminer, ça fait déjà 55 minutes qu'on jase. Benoît, merci vraiment beaucoup pour cette démo. Les gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur l'outil Kuma, où est-ce que tu les enverrais? Donc, Kuma.marketing, c'est le site. On est disponible aussi on est disponible exclusivement même sur le App Store Shopify. Vous cherchez pour Kuma, vous allez le trouver. C'est gratuit. Pour tout ce qu'on a montré aujourd'hui, on cherche un maximum de gens qui vont le tester. C'est nouveau, le chatbot. Donc, tout le monde peut essayer gratuitement tout ce qui est le côté génératif. Il y a une version payante quand on veut activer les audiences dans des plateformes externes. Donc, si on veut télécharger les audiences, si on veut les synchroniser avec les plateformes comme Facebook et Klaviyo, ben là, ça va dans la version pro. Mais je vous invite à essayer la version gratuite et puis nous contacter si vous voulez qu'on soutienne dans l'implémentation ou dans faire un petit tour avec vos propres dénos. Ça fait plaisir. C'est pas mal ça que je fais ces temps-ci, du onboarding. All right. Hey, merci beaucoup, Benoît, pour ton précieux temps. Ça fait grand plaisir. Merci de m'avoir invité, Francis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing.
Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Si tu veux en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne, n'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec la création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!